Bonjour à tous, je m'appelle Emma Cellier et on se retrouve ensemble pour la deuxième conférence d'ophtalmologie. Alors, au programme, du coup, c'est toute la deuxième moitié qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la première. On aura notamment la diplopie, l'altération aiguë de la vision, la greffe de cornée, les brûlures et les traumatismes du globe oculaire, la crise aiguë de fermeture de l'angle, l'occlusion de la veine centrale de la rétine, l'œil et la sclérose en plaques, l'orbitopathie dysthyroïdienne et la rétinopathie hypertensive. Si jamais vous avez des questions au fil de la conférence, malgré le fait que ce soit en vidéo, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et à m'envoyer un petit mail à la fin. Donc la première question, c'est une QROC et on nous demande quelles sont les lésions typiques du syndrome du bébé secoué retrouvé au fond d'œil. On doit répondre en 1 à 5 mots maximum. Je vous laisse quelques instants. Alors, la réponse ici était les hémorragies rétiniennes périphériques bilatérales. Donc, ça, c'est une annale de l'EDN 2023. Donc, c'est un sujet quand même à bien maîtriser. D'accord. Les bébés secoués, on leur fait en général une imagerie cérébrale et effectivement un fond d'œil, toujours pour aller voir justement ces petites hémorragies qui sont en périphérie au niveau des deux yeux. Prochaine question. Alors, du coup, on va commencer par un premier DP. Donc, comme d'habitude, je vous laisse bien prendre les notes au brouillon pour savoir ce qui est important dans l'énoncé, ce qui est à retenir, mais également pour anticiper les questions et ne pas se laisser piéger. Alors, on nous dit qu'on reçoit aux urgences ophtalmologiques Madame M, une patiente de 55 ans. Elle se plaint d'une vive douleur de l'œil droit, elle vomit dans la poubelle au moment de l'entrée en consultation. Elle vous explique que la douleur a commencé depuis ce matin, c'était une douleur qui est apparue brutalement et elle est insoutenable. Elle ajoute aussi qu'elle présente des difficultés à voir net avec cet œil. Au niveau de ses antécédents, on a une hypermétropie, une dépression récemment diagnostiquée et traitée. Donc dès qu'on l'installe à la lampe à fente, on voit ceci. Donc là, qu'est-ce qu'il faut relever? Donc déjà, il faut relever que c'est une femme, qu'elle a 55 ans, qu'elle a une douleur, c'est l'œil droit, bien noté, hein, ne pas inverser droit et gauche. On nous dit que du coup elle présente des vomissements et qu'elle a des douleurs vraiment brutales et qui sont maintenant insoutenables. De plus, elle présente une baisse d'acuité visuelle. Donc ça doit nous faire évoquer un certain diagnostic particulier, d'autant plus que dans ses antécédents, on a une hypermétropie et une dépression récemment diagnostiquée. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir et mettre ça par écrit et on va voir la première question. Alors, la première question, devant cette symptomatologie décrite par la patiente et l'observation de son œil, quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Réponse en 1 à 5 mots maximum, je vous laisse y réfléchir. Alors ici, il fallait bien évidemment évoquer la crise aiguë de fermeture de l'angle. Donc attention, on ne parle plus de GAFA, on ne parle plus de glaucome aigu de fermeture de l'angle. C'est vraiment une crise aiguë de fermeture de l'angle. Alors pourquoi il fallait l'évoquer? Comme on peut le voir ici, donc on a en fait cette cornée qui est un petit peu floue, elle n'est plus très transparente. On a un œil qui est rouge et on a une semi-mydriase ici à ce niveau-là. Donc, pourquoi il fallait l'évoquer? On va y venir juste après. Alors, justement, donc, deuxième question, on évoque une crise aiguë de fermeture de l'angle devant l'œil rouge et la baisse d'acuité visuelle. On mesure effectivement la PIO, la pression intraoculaire, et on retrouve une franche hypertonie oculaire à 55 mm de mercure. Ce qui confirme effectivement notre suspicion diagnostique. Je vous le rappelle, on parle d'hypertonie oculaire quand on a une pression supérieure à 21 mm de mercure. Alors la question, quels sont les facteurs de risque ou les facteurs déclenchants possibles de crise aiguë de fermeture de l'angle retrouvés chez notre patiente? A, le sexe féminin, B, l'hypermétropie, C, le traitement antiparkinsonien, D, le traitement antidépresseur, E, les anticholinergiques. Donc attention à bien interpréter la question, puisque là on nous demande pas de façon générale les facteurs de risque d'une crise aiguë de fermeture de l'angle, mais on nous demande ceux qui sont retrouvés chez notre patiente. Donc bien relire l'énoncé et bien voir un petit peu ce qui est proposé. Alors, du coup, les réponses juste ici étaient la A, la B et la D. Donc, effectivement, notre patiente
et de sexe féminin. Donc, c'est un facteur de risque, justement, de crise aiguë de fermeture de l'angle. Elle est hypermétrope. Donc, ça également, on sait que c'est un facteur de risque. Et également, on nous dit qu'en fait, elle a été récemment diagnostiquée dépressive et qu'on lui a instauré un traitement. Et il faut savoir que les traitements antidépresseurs sont effectivement des facteurs de risque de crise aiguë de fermeture de l'angle. Donc, à savoir, c'est en rang B dans le collège, page 230, les facteurs de risque de crise aiguë de fermeture de l'angle sont principalement le fait d'être une femme, ça augmente avec l'âge, et l'hypermétropie. Ensuite, qu'est-ce qui peut entraîner également une crise aiguë de fermeture de l'angle? Ça va être tout ce qui entraîne une dilatation de la pupille. Donc que ce soit physiologique, comme l'obscurité, le stress, le sport, ou alors pharmacologique. Par exemple, les patients chez qui on doit faire un fond d'œil, on leur met des midriatiques, et là, effectivement, ça peut en provoquer une. Les antihistaminiques également, les antidépresseurs donc qu'on retrouvait ici, mais également tout ce qui est anxiolytique, vasoconstricteur, antiparkinsonien et anticholinergique. Donc là, encore une fois, il fallait pas tomber dans le piège, puisque toutes les réponses proposées étaient justes, elles sont des facteurs de risque de crise aiguë de fermeture de l'angle, mais elles ne sont pas forcément toutes retrouvées chez notre patiente. Donc c'était pour ça qu'il fallait bien nuancer et faire attention et pas se précipiter. Alors, on passe à la troisième question. Donc, on nous demande, devant la nécessité de mettre en place un traitement en urgence, vous expliquez brièvement les règles de base du traitement de la crise aiguë de fermeture de l'angle. Quel traitement indiquez-vous immédiatement pour cette patiente? Réponse A, hospitalisation. B, collyre hypotonisant. C, acétazolamide en intraveineux. D, mannitol en intraveineux. E, collyre à base de pilocarpine. F, collyre à base de tropicamide. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, du coup, les réponses justes étaient A, B, C, D et E. Donc, pour la crise aiguë de fermeture de l'angle, on hospitalise toujours le patient. D'accord? C'est une prise en charge urgente et il faut pouvoir surveiller régulièrement la patiente. D'autant plus qu'on va mettre en général des traitements en intraveineux. Et donc, si on met en intraveineux, ça veut dire une perfusion, ça veut dire qu'il faut surveiller la voie d'accès. Donc, effectivement, c'est en hospitalisation que tout ça va se passer. Pour traiter la crise aiguë de fermeture de l'angle, on utilise des traitements qui passent par la voie générale, mais également des traitements locaux. Donc, on va mettre des collyres hypotonisants donc directement dans l'œil malade, à savoir qu'on en met également dans l'œil sain pour prévenir potentiellement une bilatéralisation. Également, on met un acétazolamide en intraveineux. Donc ça, c'est un antihypertenseur qui n'est pas utilisé dans le traitement de l'hypertension classique, mais plutôt justement dans la crise aiguë de fermeture de l'angle. Et dans de rares cas, vraiment, c'est pas du tout au programme, mais ça peut être utilisé pour le mal des transports. Ensuite, on va mettre du mannitol en intraveineux également. Donc ça peut être donné, vous verrez ça en neurologie. Et on va mettre du coup un collyre qui entraîne un myosis. Et quel collyre entraîne le myosis? C'est la pilocarpine. Attention à ne pas confondre avec le tropicamide, parce que si on met tropicamide, ça veut dire que c'est un midriatique et on va aggraver encore plus la midriase, et donc l'humeur aqueuse s'évacuera encore moins bien qu'elle ne le fait déjà. Donc, moi, mon petit moyen mémotechnique pour retenir la différence entre pilocarpine et tropicamide, je retenais que dans midriatique, il y a un T comme tropicamide, qu'il n'y a pas dans myosis, donc du coup, voilà comment je retenais. À savoir que l'acétazolamide, on peut le mettre soit par voie intraveineuse, soit par voie orale. Et je vous notifie bien que le traitement de la crise aiguë de fermeture de l'angle est en rang A dans le collège, page 230. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur cette pathologie, mais les choses à savoir sont vraiment de rang A très importantes.
On passe ensemble à la 4e question. Donc, on nous dit effectivement qu'on a initié chez Madame M des collyres myotiques et hypotonisants. Et on a mis également de l'acétazolamide et du mannitol par voie intraveineuse. Les douleurs ont légèrement diminué, mais on garde quand même la patiente en hospitalisation pour la suite de la prise en charge. La PIO a bien diminué. Notre externe nous demande en quoi consiste la suite du plan thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Réponse A, une prise en charge chirurgicale, trabéculectomie. Réponse B, iridotomie laser de l'œil droit. Réponse C, iridotomie laser préventive de l'œil gauche. Réponse D, sclérectomie profonde non perforante. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, les réponses justes ici étaient la B et la C. Donc, on fait effectivement une iridotomie laser de l'œil droit, donc de l'œil atteint. En quoi ça consiste? Donc, c'est en fait faire un trou microscopique à l'aide d'un laser au niveau de l'iris. Comme ça, on a un shunt permanent qui nous permet de limiter l'accumulation d'humeur aqueuse en arrière et elle peut plus facilement s'écouler. À noter, c'est très très important, on fait de façon obligatoire une iridotomie laser préventive de l'œil sain. D'accord? Donc ça, c'est très très important. À savoir que du coup, la prise en charge chirurgicale, c'est possible, mais ce n'est pas dans un premier temps. Donc là, la suite immédiate du plan thérapeutique, ça va être le laser. Si effectivement on est en échec face au traitement médical avec toutes les thérapeutiques qu'on a instaurées et le laser, là oui, on pourra lui proposer une prise en charge chirurgicale, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Concernant la D, c'est une sclérectomie profonde non perforante, donc ça c'est plutôt un traitement du GPAO.